Au-delà de l'actualité, Madame, Monsieur, merci de nous suivre. Nous sommes ce soir face au président national de Milelo Yamboka, c'est Monsieur Leader Kingondi Joachim. Bonsoir, Monsieur Leader Kingondi. Bonsoir, Madame Gisèle. Je vous ai présenté comme président national de Milelo Yamboka. Pourquoi Milelo Yamboka? Et Madame, d'abord, nous vous disons merci de nous avoir invités sur ce plateau de CCTV. Nous sommes Milelo Yamboka parce que nous sommes la voix du peuple. Nous sommes la passerelle par excellence que le peuple voudrait faire entendre ces mots. Milelo Yamboka se résume par rapport à toutes les difficultés que vivent nos populations. Milelo Yamboka a pour vision ou pour pensée philosophique le joséphisme, qui signifie Joseph, pas Joseph Kabila, ni Joseph, l'ancien président de la RDC, mais Joseph, fils de Jacob, parce que sa vie s'est résumée par plusieurs humiliations, par plusieurs déshonneurs. C'est ce qui est en train d'être vécu dans ce que la population congolaise est en train de vivre. Et par rapport à ce joséphisme, nous l'attachons comme la tâche qu'il y a des Congolais qui dirigent le pays, qui sont issus des classes des élites héritières. C'est ce qui revient à dire que si vous n'avez jamais eu un ascendant, c'est-à-dire un parent ou même un oncle, n'ayant jamais dirigé la République, vous n'accéderez jamais à la cour des grands pour diriger la République en question. C'est pourquoi nous sommes, pas seulement que nous ne sommes pas de cet avis, mais nous voudrions apporter l'équilibre dans toute la société de ces pays pour que même ceux-là qui n'ont jamais eu des ascendants, des parents qui ont dirigé la République, qu'ils puissent trouver la possibilité d'intégrer la gestion de ces pays. Et seul Milelo Yamboka peut accorder cette tribune et la passerelle par excellence pour y intégrer. Alors, Milelo, c'est en lingala, c'est comme le pleur du pays, le pleur de la population, c'est ça? Oui, Milelo, c'est en lingala. Nous vivons des cas tels que la population n'a pas accès aux soins médicaux décents. La population n'a pas accès donc dans des possibilités pour être éduquée dans un enseignement normal comme là, disons, vraisemblablement sous d'autres cieux. La population ne sait pas avoir la rémunération qui correspond à ce qu'il a bas comme travail. Alors il faudrait que ces pleurs-là soient résumés par un terme ou soient résumés par un raisonnement naturel qui est le Milelo Yamboka, en corrélation aussi avec ce que vivent nos concitoyens qui sont à l'est du pays. Alors nous aurons votre lecture par rapport à ce que vivent nos concitoyens, comme vous venez de le dire. Tout d'abord, vous avez animé une conférence de presse dernièrement au sujet de la vente de blocs pétroliers et gaziers. Vous soutenez cela. Pourquoi? Oui, nous avons soutenu l'exploitation de nos richesses, naturellement le pétrole ainsi que le gaz, parce que nous avions eu la grâce de participer au Précop, donc qui a eu lieu ici dans notre pays. Et au sein de ces assises, nous avons entendu des sons de cloches différents. Il y a des groupes de gens qui voudraient que la RDC ne puisse pas exploiter ses richesses, notamment son pétrole ainsi que ses gaz. Mais il y a aussi d'autres sons de cloches qui voudraient à ce que la RDC puisse exploiter. Alors nous, en tant que Milelo Yamboka, nous nous sommes dit que c'est nous qui souffrons. Parce que la population du Congo est calculée environ sur le nombre de 70 millions ou de 90 millions d'habitants et que ces populations-là sont en majorité des gens qui souffrent, que nous appelons les Milelo Yamboka. Or, ce que nous avons comme richesse, ce que nous avons comme pétrole, gaz ou minéraux doivent nécessairement profiter à nos populations. C'est pourquoi nous étions ou nous sommes encore d'avis pour l'instant pour que ces gaz et ces pétroles soient exploités. Parce que si l'exploitation vient, à arriver, nous allons avoir beaucoup d'avantages dans ces exploitations-là. Naturellement, il y aura l'installation des usines de fabrication ou encore d'exploitation de ces minéraux, comme par exemple nous aurons des sociétés de raffinement du pétrole et nous ne connaîtrons peut-être plus les cas de pénurie du carburant, les cas de pénurie d'eau du pétrole, mazout, ainsi de suite, même du kérosène, et nous allons aller vers l'élan du développement. Et tout cela, c'est possible. Tout cela est possible si les Congolais s'organisent et se mettent autour d'une table pour réfléchir sur le développement du pays. L'argent n'ira pas dans les poches des individus. Ça sera difficile parce que lorsqu'on a fait l'offre par rapport à l'exploitation de ces blocs, l'offre a été rendue publique. Cela signifie aussi que ceux-là qui seraient intéressés devraient faire les choses aussi publiquement et rien ne sera caché. Et si quelque chose ou s'il y aura des dérapages, la population elle-même pourra intervenir
pour pouvoir faire revenir les choses à la normale sur le bon La rail. population va intervenir comment? La Parce population que va généralement, intervenir. quand il y a des détournements, la population reste bouche bée. Oui, nous savons que ces choses-là arrivent, mais nous sommes en train d'aller vers un développement du pays. Ce développement aussi est consécutif par rapport aux animateurs des institutions. Parce que ces exploitations n'arriveront pas pour ce mois ici, ou encore pour le mois prochain. Et c'est un processus qui a été lancé. Et ce processus-là peut prendre 6 mois ou ça peut prendre une année. Et nous savons que l'an prochain est une année électorale. Et nous savons que Milelo Amboka va lui-même désigner des dirigeants qui seront capables de répondre aux desiderata de la population. Vous croyez vraiment qu'il y aura élection en 2023? C'est pourquoi, en cette croyance qu'il y aura élection en 2023, nous aurons des dirigeants dignes qui ne seront pas là pour se servir, mais qui seront là pour servir la population qui est Milelo Amboka. Ah, les dirigeants qui vont venir en 2023. Absolument, madame. Et ceux qui sont présentement ne sont pas en mesure de... Bon, ceux qui sont présentement, certains sont en mesure, certains n'arrivent pas à donner les résultats que le peuple attend d'eux. Parce que nous voyons que même pour vivre ou pour survivre, nous sommes en train de vivre jour pour jour la hausse des prix des denrées alimentaires. C'est parce que nous estimons en tant que Milelo Amboka, ceux qui dirigent du fait ou du simple fait qu'ils sont issus de la classe des élites héritières, ils n'auront pas la facilité donc, là de comprendre ce que vivent les vrais peuples. Cela signifie quoi? Ils n'ont pas vécu la souffrance. Exactement. Une personne qui n'a jamais passé une nuit affamée ne comprendra pas la personne qui est en train de souffrir de la famine. Une personne qui n'a jamais étudié dans de mauvaises conditions ne saura jamais ou n'aura aucune information de ce que vivent ceux-là qui étudient dans des écoles que nous appelons comme des instituts Sema-Sokopas, des écoles où il n'y a pas de bancs, des écoles que nous considérons comme des groupes scolaires Semoï, où il n'y a pas de toiture. Alors il faudrait que ceux-là qui ont vécu ces situations-là accèdent aussi à la gestion du pays pour pouvoir changer les choses. Mais sous d'autres cieux, pour accéder à la magistrature suprême, il faut que vous ayez quand même un niveau du point de vue financier. Bon, donc vous savez... Parce que si vous mettez un pauvre, permettez-moi le terme, à la tête du pays, il va venir s'enrichir. Donc vous savez, madame, en réalité, le pouvoir a une origine qui est normalement divine. C'est le ciel, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre qui désigne en réalité ceux qui président. On peut dire que celui qui dirige a été voté ou n'a pas été voté. Mais la vérité, c'est que celui qui a créé le monde, s'il décide à ce que celui-là qui est là, il restera là. C'est pour dire, en d'autres termes, que au moment des élections, la décision finale reviendra à celui qui dirige les cieux et à celui qui préside sur la destinée de la terre. C'est pour dire aussi, madame, que nous sommes disponibles pour apporter notre savoir-faire pour l'évolution de ce pays. Vous allez postuler? Nous n'avons pas encore dit notre mot. Cela dépendra de la population congolaise qui est les Milelo Amboka en général. Alors tout ce que vous décrivez là, la mauvaise gestion, les gens qui ne travaillent pas bien, et tant que votre structure, qu'est-ce qu'elle fait en termes de sensibilisation, en termes, quel impact par rapport à cette situation? Déjà, nous sommes en train de faire la sensibilisation pour l'exploitation de nos 9 blocs pétroliers et de tous les blocs, l'exploitation des blocs pétroliers. Oui, on fait la sensibilisation par rapport à ça pour que nous amenions toute la population à comprendre que si on exploite ça, ça ne sera pas pour l'intérêt d'un individu, mais pour l'intérêt de la population, la population congolaise. Là du pays. Mais les environnementalistes, d'autres, certains d'ailleurs, sont contre. Qu'est-ce que vous leur dites? Bon, vous savez, madame, la vérité dans notre pays, il y a des choses qui sont non dites. C'est que nous, Milelo Amboka, avons compris une réalité telle que notre pays est entre les mains donc les pays se trouvent dans dans une réalité que les impérialistes ne voudraient pas que nous accédions, que nous accédions. Exploitons nos richesses. Voilà. Donc, parce que dans le temps, nous avions mené certaines recherches et nous avons constaté et a eu comme résolution que dans le temps, les pays, la RDC qui était appelée le Zaïre avec, la vraie signification était que le Zaïre, donc le Z représentait comme, le Z signifiait zone, le A signifiait africaine, le I signifiait intérêt, le R réservé, le E signifiait étranger. C'est-à-dire, le Zaïre était une zone africaine des intérêts réservés aux étrangers. C'est pour dire que les impérialistes voudraient voir le Congo demeurer dans la situation que nous sommes actuellement. Et si le Congo se développe, cela va créer des problèmes pour leur leur gestion dans leurs États également. Et puis dans ça,
l'on s'est dit que les impérialistes, dans leur plan de balkaniser la République, donc là, ici, ils se disent déjà être en difficulté. Parce que si on divise le pays, ils se posent la question, qui va gérer, disons, donc, la partie nord, et qui sera dans la gestion, donc là au sud, et puis ça sera fait donc là d'une manière très compliquée. Alors, donc, ils se disent que autant mieux maintenir la situation comme il se présente pour que chaque impérialiste puisse tirer des bénéfices. On donne un exemple. Lorsque vous vous rendez sur l'embouchure du Congo, et vous allez vous rendre compte qu'à cet endroit-là, vous sentez même l'odeur du pétrole. Alors, par rapport à l'offre sur l'exploitation de notre... donc là, oui, on constate que toutes les provinces de la RDC ont des ressources pétrolières. Même dans la ville de Kinshasa, il y a du pétrole. Alors, ils se disent qu'ils sont en difficulté. C'est qu'il faudrait faire maintenir le pays en désordre, créer des guerres pour qu'ils puissent bénéficier et tirer des profits. La raison de dire que ça va endommager l'environnement, cette raison-là n'est pas fondée scientifiquement parce qu'elle a été même prouvée qu'il y a des possibilités d'exploiter tout en réservant, donc il y a moyen d'exploiter tout en préservant l'écosystème. Alors, si vous appuyez la thèse selon laquelle que la guerre, c'est plus pour nos minéraux, plus de richesses. Absolument. La guerre, ce n'est que pour nous exploiter. Alors, quelle lecture vous faites de l'évolution de la situation sécuritaire à l'est du pays? Quelle est votre lecture? Bon, notre lecture, c'est que la RDC est victime d'un complot au niveau international. Les mêmes impérialistes ne voudraient pas qu'on se développe, les mêmes impérialistes ne voudraient pas que nous soyons libres et ils s'organisent pour mettre en mouvement plusieurs mouvements rebelles, plusieurs mouvements terroristes. Parce que nous, on s'est dit, même le Rwanda, bien qu'il a une part des responsabilités, mais le Rwanda est aussi un bouc émissaire de ceux-là qui donnent des orientations. Et dans ces complots, il y a d'autres personnes derrière les Rwandais. Il y a d'autres personnes derrière. Et dans ces complots, on a toujours proposé au chef de l'État ou encore au gouvernement du Congo qu'on puisse mettre en activité une diplomatie concurrentielle. C'est-à-dire quoi? Que nous ne demeurions pas avec le même partenaire diplomatique dans l'UA, dans l'EAC et donc même ailleurs, mais que nous puissions aussi nous tourner vers d'autres partenaires. Si la RDC voudrait sortir de cette guerre, la RDC doit avoir la diplomatie donc très forte et la RDC doit aussi se tourner vers la Russie, doit aussi aller vers la Chine, vers le Japon, vers les deux Corées. Cela permettrait à ce que les autres partenaires se disent que s'ils continuent avec la même lignée, ils seront en difficulté, ils devront renégocier leurs, disons, donc leurs engagements vis-à-vis donc là de notre pays et les choses vont nécessairement évoluer. Vous croyez que ça serait la meilleure solution? Ça sera la meilleure solution parce que même si nous allons en guerre avec le Rwanda ou avec l'Ouganda, tant que les impérialistes qui sont derrière ces pays-là n'ont pas baissé pavillon, nous aurons du mal à nous en sortir. Parce que regardez déjà, nous sommes sous embargo militaire. On a du mal à avoir des équipements pour que nous puissions appuyer notre armée. Et cela nous pose des difficultés. Et cela ne peut arriver que si la diplomatie agissante agit en ce sens-là. Si on se tourne vers la Russie, là où on ne veut pas nous servir, la Russie peut nous servir, la Chine peut nous servir. Et cela va amener à tous ces États-là de pouvoir requalifier les relations avec la RDC et on pourra s'en sortir dans cette situation. Mais il y avait une rumeur qui a circulé dans ce sens-là. Le porte-parole du gouvernement a vite balayé ça. Ben, ce ne sont que des rumeurs. Il n'y a rien de concret. Parce que s'il y a quelque chose de concret, il y aura ces concrets au travers d'une matérialisation des contrats d'acquisition des matériels militaires. Mais donc, aussi longtemps qu'il n'y a aucune matérialisation par écrit, on ne peut que parler que ce ne sont que des rumeurs, donc des simples rumeurs. Alors, par rapport toujours à la recherche de voies et moyens pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo, l'ambassadeur du Rwanda a été expulsé. Vous croyez que c'est la meilleure solution? Bon, nous disons que c'est parmi l'une des meilleures solutions parce que depuis l'année passée, nous avions proposé à ce que nous puissions, disons, que nous puissions aller vers une rupture avec le Rwanda de nos relations diplomatiques. Mais malheureusement, la décision est arrivée un peu tardivement. Mais cela ne dépend pas de nous, cela dépend aussi de l'appréciation des autorités du pays. Et s'ils estiment que c'était le moment, nous ne pouvons que nous incliner. C'est une décision salutaire de pouvoir expulser l'ambassadeur rwandais. Et aussi, il faudrait aussi rappeler tous les représentants diplomatiques de la RDC au Rwanda. Mais aussi, on ne doit pas s'arrêter seulement avec le Rwanda dans cette rupture-là. Il faudrait l'étendre jusqu'à l'Ouganda parce que l'Ouganda participe aussi d'une manière ou d'une autre
à ce que la guerre puisse persister dans la partie est Il faut de aussi notre pays. expulser l'ambassadeur de l'Ouganda. Il faudrait aussi partir dire, avec ouais. la rupture dans toute relation diplomatique ou encore avec des contrats que nous avons avec l'Ouganda. Il faudrait aussi le mettre aussi en pratique pour que les choses soient comprises d'une autre Et manière. cela va ramener la paix. Cela aura pour possibilité, ou ce serait aussi l'une des clés pour que nous ayons la paix. Mais certains observateurs vont plus loin en disant qu'il faudrait fermer les frontières entre nous et le Rwanda. Bon, fermer les frontières, ça demande à ce que nous faisions des études nécessaires parce que les communautés congolaises ainsi que celles du Rwanda ou des autres États vivent en relation. Il y a des relations de mariage, il y a des relations professionnelles. Il faudrait plutôt gérer les entrées et les sorties dans nos frontières. Parce que lorsqu'on ferme les frontières, nous sommes en train aussi d'handicaper certains Congolais qui travaillent de part et d'autre. Mais entre-temps, la guerre continue. Oui, il y a toujours des possibilités parce qu'en termes de sécurité ou en matière de sécurité et de renseignement, toutes ces choses-là sont possibles. On gère les entrées et les sorties de nos frontières tout en laissant la possibilité à la population ou aux communautés de vivre normalement. Le temps pour les États de pouvoir réqualifier les relations et de pouvoir se faire respecter. Si on ne fait pas cela, le Rwanda n'aura jamais un sens de respect à notre égard, non plus l'Ouganda n'en aura non plus aussi. Alors, que pensez-vous de la manière de faire, de la diplomatie du chef de l'État? Bon, nous pensons que le chef de l'État est en train de travailler bec et ongle pour trouver des solutions dans ce que nous vivons aujourd'hui, mais nous constatons seulement qu'il n'a pas déjà aguerri pouvant l'accompagner dans cette vision-là. Et il faudrait pour lui, ça n'engage que nous, de pouvoir procéder à, donc, même au changement des animateurs qui travaillent autour de lui, même au changement des gens qui animent le gouvernement. Il a fallu de faire un changement au niveau de l'armée. Oui, cela bon, ne suffit pas. L'armée ne peut pas faire seule tout le travail. Il faudrait que ceux qui dirigent la République, les autorités politiques puissent participer. Et on doit avoir des autorités politiques qui comprennent la vision du président et on doit avoir des autorités qui ont la possibilité d'avoir des initiatives. Parce que le chef peut donner un ton, il faudrait avoir des gens qui sont capables et compétents, qui ont aussi des initiatives. Au-delà de ça, il faudrait aussi associer la population parce qu'une guerre ne peut pas être gagnée seulement avec l'armée ou avec les gens qui dirigent. La guerre se gagne aussi avec la population qui se met en contribution pour accompagner cette vision. Avec des manifestations? Avec des manifestations. Est-ce que ces manifestations peuvent aussi bouger, basculer les choses, faire arrêter la guerre? Les manifestations. Des déclarations que les gens font, des manifestations dans la rue? Les manifestations peuvent aussi contribuer à ce que nous puissions remporter la guerre parce que la communauté internationale va se rendre compte que ce n'est pas une affaire ou une histoire des dirigeants avec l'armée, mais c'est la population qui est aussi concernée. Et les dirigeants du pays doivent également se dire, lorsque la population vient en appui avec l'armée et eux-mêmes qui gouvernent la République, il faudrait à cet effet leur mettre aussi en scène. Et là, il faut faire quoi? Monter une structure d'autodéfense populaire. Si la population a choisi des gens qui sont vaillants, que le pouvoir, que l'armée peut aussi armer, cela pourrait accompagner. Parce que moi, je me dis, si nous nous retrouvons dans des cas, si on se retrouve dans des cas tels qu'en Somalie, où les Américains avaient perdu sur terrain, c'est parce que la population somalienne s'était également engagée autour des dirigeants qui dirigeaient le pays à l'époque. Et c'est le devoir aussi qu'il faudrait faire notre pouvoir, qu'ils associent la population congolaise dans cette guerre-là et nous trouverons facilement dans des solutions. Mais après plusieurs manifestations au niveau de l'Est, Goma, Rutshuru, il y a toujours des manifestations, la population, même à Kinshasa, dernièrement, il y a eu un groupe de personnes, bien que leur manifestation a été réprimée par les éléments de la police, mais ça ne change rien, ça ne bouge rien au niveau des agresseurs. Donc vous savez, madame, pour trouver des solutions, la solution dans une guerre ou pour vaincre une guerre ne peut pas arriver en un seul jour ou en un seul coup. C'est un processus. Là où nous avons commencé, on doit continuer par rapport à ce processus jusqu'à atteindre les résultats. Il faut encore combien de temps pour la situation? Tant que nous n'aurons pas atteint les résultats, tant que les impérialistes n'auront pas compris, la population congolaise ne croisera jamais ses bras et puis elle devra se battre jusqu'à ce que nous puissions avoir gain de cause dans ce que nous voulons. Alors, je rappelle que vous êtes monsieur leader Kingondi Joachim, vous êtes président national de Milelo Yamboka. Pour chercher des voies et moyens afin d'arriver à la paix à l'Est, il y a pour parler des Nairobi qui doivent normalement reprendre le gouvernement et les groupes armés. Quelle est votre lecture par rapport à cela? Notre lecture par rapport à cela, comme nous l'avons toujours dit, nous, la population congolaise représentée par Milelo Yamboka, nous sommes toujours opposés à ce que le gouvernement congolais puisse avoir des discussions directes avec
le Rwanda au sujet de cette guerre et aussi avec le M23. Si le M23 a des revendications à formuler partant sur la direction de notre pays, si se considèrent qu'ils sont réellement des Congolais, ils doivent attendre le moment venu pour que eux, en tant que Congolais, puissent présenter des candidatures, par exemple. L'année prochaine est une année électorale. S'il y a des revendications, ils doivent postuler, ils doivent entrer aux institutions et puis soumettre leurs revendications au sein des institutions. Pourquoi? Parce que dans le monde, il y a toujours deux modes d'accession au pouvoir. Il y a le mode démocratique et antidémocratique. Et la RDC a opté pour la démocratie. Le long de cette voie démocratique a été lancée même avec Joseph Kabila. Et de nos jours, on ne pourra jamais accepter qu'une personne puisse prendre les armes et venir s'imposer pour se dire qu'il veut diriger le pays ou qui veut être intégré à un certain niveau de la gestion du pays. Pour nous, on peut aller, bien aller à Nairobi ou sous d'autres cieux diplomatiques, mais nous conseillons au gouvernement, nous conseillons aux dirigeants de notre pays de ne jamais prendre langue avec le M23, qui sont des terroristes, de ne jamais s'engager en discussion avec le Rwanda, parce qu'il est connu de tous que c'est le Rwanda qui est derrière ce qui s'est fait. Donc vous êtes contre ces assises? Nous sommes contre ces assises. Alors, il y a la force régionale aussi, hein. Il y a le Kenya qui a déjà déployé ses soldats pour prendre part aussi dans la force régionale afin de combattre les groupes armés. Oui, madame. Regardez, le Kenya déploie ces éléments, mais nous sommes quand même choqués de constater qu'avant que le Kenya ne puisse déployer ces éléments, le Kenya a dû passer en revue certains États ou certains dirigeants du monde. Apparemment, c'est comme si le Kenya est aussi un bouc émissaire. Avant d'agir, il doit prendre des confirmations, il doit prendre de l'aval auprès des impérialistes. Et ayant pris des avals, et le Kenya s'est dit disposé pour travailler. Nous, on s'est dit, d'un côté, on s'est dit c'est une victoire par rapport à nous, parce que par rapport à la diplomatie qui agit actuellement, ça produit des résultats à ce que les Kenya se disent ou se mettent dans une réalité telle qu'il faudrait se déployer sur terrain. Mais le problème, c'est que ce n'est pas seulement le déploiement. Le problème, c'est que c'est d'agir sur terrain. Si le Kenya se déploie, le Kenya doit pouvoir combattre les mouvements terroristes. Parce que le terrorisme qui règne dans la partie est de notre pays, c'est un danger non seulement pour la RDC, mais pour tous les pays de la sous-région. Et il faudrait que les Kenyans se mettent sur terrain, les Kenyans se battent pour attendez les mettre à nu. On ne fait qu'attendre les résultats. Et nous demanderons et nous continuons à demander à nos autorités que ces forces régionales ou encore ces forces mutualisées, jusqu'à là, nous ne connaissons pas toujours les taux de la facture à payer que la RDC devra payer. Jusqu'à là, nous ne connaissons non plus le timing de ces forces qui viendront travailler ou se mettre sur terrain dans notre pays, parce qu'on a compris que ces impérialistes voudraient maintenir la RDC dans cette situation pour empêcher les développements. Raison pour laquelle les dirigeants du pays doivent entendre la voix de la population. Les dirigeants du pays doivent entendre la voix du peuple pour que nous puissions trouver. Laquelle voix nous voudrions, nous sommes capables et nous sommes disponibles même pour s'enrôler dans nos forces, pour faire la guerre au Rwanda. Nous sommes disponibles pour faire la sensibilisation. Dans l'armée. Les Congolais sont prêts pour s'enrôler dans l'armée, pour faire la guerre au Rwanda. Parce que si nous ne faisons pas ça, on sera toujours maté et les peuples étrangers seront là pour nous martyriser et on sera à leur merci, c'est que nous ne voulons pas. Alors si vous rejetez les assises, les négociations avec les groupes rebelles, vous rejetez également le déploiement des soldats des pays africains pour ramener la paix à l'Est, c'est que vous voulez qu'on puisse réorganiser notre armée, c'est basé seulement sur notre armée. Oui, donc nous rejetons ces assises, mais nous donnons la possibilité afin que les forces régionales puissent travailler. Leur travail doit produire des résultats. Tant qu'il n'y a pas de résultats, on conseillerait aux nos dirigeants de pouvoir rompre toute relation en ce sens, parce qu'une relation qui ne produit pas de résultats, cela ne sert à rien que nous puissions la maintenir. Et par rapport à notre organisation, c'est une situation à l'interne. Nous pensons qu'il est temps pour que ceux qui dirigent le pays puissent convoquer tous les acteurs sociaux de notre pays afin d'échanger sur ce qui ronge la République. C'est vrai, il y a des élections, c'est vrai, il y a des institutions établies, mais il faudrait aussi connaître ce qui se passe réellement dans chaque coin du pays pour pouvoir donner des solutions. Il faudrait aussi que les gouvernements, nous insistons là-dessus, à ce qu'on puisse associer la population pour que nous puissions gagner cette guerre-là. On est obligé de faire la guerre au Rwanda pour se faire respecter. Celui qui ne nous respecte pas, on est obligé de nous faire respecter par nous-mêmes
par rapport à ce que nous avons comme force. Alors, quand vous dites qu'il faut qu'on puisse se mettre sur une table, les acteurs sociaux, vous voulez quoi? Qu'il y ait encore un autre dialogue? Ben, ça ne serait pas un Qui va dialogue. aboutir peut-être au partage du gâteau. Ça ne serait pas un dialogue qui aura pour finalité le partage du gâteau. Ça sera peut-être une discussion, une table ronde politique pour essayer de voir là où ça ne marche pas, comment nous pouvons réfléchir sur les développements du pays. Parce que ça ne sera pas la première. Hein? Bon, ça ne serait pas la première, peut-être ça sera la énième fois, parce que en ce qui concerne le développement, on ne doit plus voir les colorations, on ne doit plus voir le fanatisme, on ne doit plus voir les tribus, ni encore les provinces. On doit travailler main dans la main, parce que ceux qui viendront après nous puissent trouver le moyen de s'émouvoir, puissent trouver le moyen de vivre décemment. Parce que nous nous disons, si nous ratons ce paramètre, si nous ratons ce virage, l'avenir risquerait d'être sombre pour ceux qui viendront après nous. Alors, nous ne pouvons pas terminer l'émission sans pour autant parler des budgets, la loi de finances 2023 qui a été déclarée recevable à l'Assemblée nationale, présentée par le Premier ministre, la répartition. Milelo Yamboka pense quoi par rapport à cela face au problème de la République démocratique du Congo, bien que le Premier ministre en a parlé? Quel est votre point de vue? Bon, à ceux-là qui dirigent la République de donner les budgets qu'ils estiment importants et nécessaires. Mais quant à nous, nous estimons que nous pouvons critiquer ces budgets seulement sur l'angle sécuritaire. Le nombre de pourcentages qu'on a alloué à la partie sécuritaire est totalement insignifiant et puis vraiment insuffisant. Pourquoi? Parce que la situation que vit notre pays aujourd'hui, c'est une situation d'alerte, une situation d'urgence. La RDC a besoin d'avoir une armée équipée, a besoin d'avoir des services de sécurité, des renseignements suffisamment équipés, suffisamment nourris. Or, ces budgets ne donnent pas assez d'importance vers ces secteurs-là. Parce que nous, on s'est dit, nous sommes en train de vouloir exploiter notre pétrole, nos minéraux. Mais lorsqu'on est incapable d'assurer la sécurité de ces minéraux dans tous les points de la RDC, nous serons incapables de les exploiter. Parce que la sécurité devra passer en premier. C'est-à-dire, ce qu'on devrait faire, on devrait avoir un budget qui donne beaucoup plus d'importance à la partie sécuritaire et à la partie de la des renseignements militaires et civils. Parce que lorsque nous aurons à sécuriser le pays, c'est en ce moment-là que nous serons capables de demander aux investisseurs de venir procéder aux achats d'offres que nous avons présentées, de venir faire l'exploitation de ce que nous avons et le pays connaîtra le développement. Mais lorsque nous mettons la sécurité en arrière, nous risquerons de demeurer dans la même situation qui pose problème et nous risquerons de ne pas ou de ne jamais évoluer dans notre pays. Il est temps pour que les autorités puissent mettre un accent vraiment accentué sur la partie sécuritaire, que ces budgets-là puissent avoir ne fût-ce que 10 ou 15% alloués à la sécurité nationale. Et ça sera une très bonne chose. Ça aiderait les pays à résoudre beaucoup trop de problèmes déjà en amont. Et la diminution du train de vie des institutions? Absolument. La diminution du train de vie des institutions n'est pas vraiment une situation compliquée ou bien exigée. Parce que nous, on estime que la RDC a la possibilité de mobiliser plus de fonds, de mobiliser plus de recettes. Parce que lorsqu'on diminue aussi le train de vie des institutions, on expose aussi ceux-là qui dirigent. Donc, nous exposons aussi ces dirigeants-là à pouvoir mettre le main ou à pouvoir mettre leurs pieds sur ce qui est de la recette de l'État. C'est-à-dire quoi, alors, nous pensons que diminuer le train de vie n'est pas une solution. La solution, c'est de réorganiser l'aspect sécuritaire, de renflouer les budgets au coin de la sécurité et des renseignements. Dès que nous avons ça, nous pourrons exploiter. Je donne un exemple. On nous dit que notre pétrole est calculé à environ 22 milliards de barils. Or, le baril vaut environ 100 dollars américains. Lorsqu'on calcule seulement pour 1 milliard de barils, nous avons environ 100 milliards de dollars. Donc, avec cette somme d'argent, cela peut résoudre le problème. Parce que même si on ne diminue pas le train de vie des institutions, mais lorsque nous exploitons à bon escient ce que nous avons, on va résoudre le problème des paiements des fonctionnaires, des enseignants, des militaires, des policiers, ainsi que et puis, même autre. On aura même la possibilité de placer l'argent dans nos investissements et trouver des solutions. Il faille au gouvernement, il faille à ceux qui dirigent le Parlement, les deux chambres, de donner beaucoup plus de priorité au secteur sécuritaire. Alors, lorsque la plupart, plusieurs personnes décrivent les émoluments qui sont peut-être trop élevés, vous, Milelo Yamboka, vous n'êtes pas d'accord avec eux? Non, nous pouvons être d'accord avec eux parce que c'est nous qui sommes la population. Notre train de vie est en dessous du point 0 et le train de vie de ceux qui dirigent est au-delà du point 100. Il y a une situation qui est inégale. C'est ce que nous ne voulons pas. Il faudrait que cette chose-là change. Mais lorsque nous réfléchissons, même si on réduisait, combien le fonctionnaire aura,
Or, la solution, c'est de produire. La solution, c'est amener le pays à l'évolution. La solution, que cette évolution doit être précédée par une sécurité intense pour notre pays. Et nous interpellons nos dirigeants de ne pas seulement travailler pour eux-mêmes, pour qu'eux bénéficient des émoluments qui fait crier la population, mais qui trouvent des solutions donc primordiales en faveur de cette population-là pour que les pays puissent changer aujourd'hui, non seulement aujourd'hui, mais aussi pour demain. Voilà, Monsieur le leader Kinzonzi, merci. Nous sommes arrivés à la fin. Merci bien, madame. Peut-être un dernier mot. Bon, un dernier mot, nous demandons à nos autorités ainsi qu'à toute notre population de pouvoir prendre leur destinée en main, de pouvoir réfléchir sur le Congo, de ne jamais baisser les bras et de combattre tout mouvement subversif qui tenterait de renverser les institutions établies, de pouvoir dire non à toute force négative qui serait en train d'endeuiller la République. Et nous demandons au gouvernement que la population congolaise est prête à faire face au Rwanda et à faire la guerre au Rwanda. Nous vous disons merci et nous vous souhaitons de bonnes choses pour que notre pays puisse évoluer. Voilà, merci Monsieur le leader Kingonzi Joachim, président national de Milelo Yamboka. Merci à vous, fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité, au prochain numéro. Au revoir.